Si vous allez écouter Sinbad le marin raconter ses voyages, vous remarquerez qu'après le troisième, il commence à avoir une petite liste de choses auxquelles il fait très attention. Petit 1, quand il va sur une île, il vérifie qu'il ne s'agit pas d'un poisson géant. Ensuite, il ne s'éloigne plus jamais seul et ne s'endort plus pendant les escales. Et après la dernière aventure, il décide de partir tout simplement avec des gens qu'il apprécie un peu moins. Car il a envie de repartir. Et c'est ainsi qu'il commence son 4e voyage. Comme pour ses autres voyages, il prépare son départ. Il achète tout ce qui est à Bagdad et que l'on ne trouve pas ailleurs, prépare ses paquets, embarque sur un bateau et se met en route. Malheureusement, partir en mer est dangereux. Et lors d'une tempête, le mât du bateau se casse. Le bateau coule bien sûr, mais Sinbad et quelques-uns de ses compagnons réussissent à se mettre sur le mât, à cheval, les uns derrière les autres, et rament aussi bien qu'ils le peuvent jusqu'à la prochaine île. Sur cette île, ils ont la surprise de trouver des hommes comme eux. Bien évidemment, ils sont bien loin de chez eux et ne parlent pas la même langue, mais les hommes ne semblent pas leur vouloir du mal et les amènent jusque dans leur village. Là, on leur sert une salade d'une étrange herbe, et Sinbad, en voyant ces hommes, a l'impression de se retrouver dans la cage du géant, celui qui avait dévoré plusieurs de ses compagnons les uns après les autres. Dans les yeux des hommes qui les ont accueillis, il y a la même faim, et Sinbad décide de ne surtout pas toucher à cette herbe. Il fait bien, évidemment, car après l'avoir mangé, tous ses compagnons sont pris de bêtises et de faim. Ils ne réfléchissent plus à ce qu'ils sont en train de faire et se contentent de dévorer tout ce qu'on leur donne. Et on leur donne à manger des bonnes choses, des choses bien grasses. Il n'y a que Sinbad qui se contente de picorer son assiette en mangeant à peine. À la fin de ce premier repas, les compagnons de Sinbad ont tellement mangé qu'il suffit de les pousser pour les faire aller où on le souhaite. On les fait se coucher dans une grande hutte, où il y en a d'autres comme eux, le ventre distendu qui dorment. Le lendemain matin, Sinbad alors comprend. Il voit tous les hommes que l'on est en train d'engraisser, leur faisant manger cette étrange herbe qui leur donne si faim et qui les abrutit. Le chef du village où ils sont arrivés a le droit de manger de la chair humaine. Pour lui, on la prépare, on la fait cuire. Les autres, qui sont un peu moins importants que lui, ont le droit de la manger crue. Et pour alimenter cette tradition, n'importe qui ne fait pas partie du peuple et arrive sur cette île est capturé, puis nourri, nourri, nourri encore, jusqu'à ce qu'il soit assez gras pour qu'on puisse le dévorer. Pendant plusieurs jours, Sinbad refuse de s'alimenter. Il sort avec tous les autres hommes, qui sont complètement abrutis par l'étrange plante et se contentent de s'allonger au soleil toute la journée, et au milieu de tous ces êtres humains que l'on a tant nourris qu'ils ne savent plus s'arrêter de manger, il est tout maigre. Alors bien évidemment, on le laisse tranquille en se disant qu'il est sûrement malade, et c'est comme cela qu'il arrive à s'esquiver et à s'échapper. Il n'arrive pas à croire à sa chance, et il se met en route. Enfin seul, il s'autorise à manger à nouveau. Il cueille des fruits, mange des racines. Après tout maintenant, il a l'habitude de survivre en pleine nature. Et au bout d'un moment, il arrive enfin en vue d'une ville. Il y va, il rencontre le sultan et tout le monde est très surpris de le voir car on sait très bien ce qu'il y a de ce côté-là de l'île et on sait très bien que il vaut mieux ne pas y mettre les pieds. Alors Sinbad raconte son aventure, il raconte ses aventures d'avant,
et le sultan décide de l'accueillir chez lui. Nourri et logé aux frais du sultan, Sinbad se remet doucement de cette drôle d'expérience. Il pense un peu à ses pauvres compagnons qui sont restés là-bas à se faire éclater le ventre, et surtout, au fil des jours qui passent, au fil des semaines, il remarque que tout le monde dans cette ville, même le sultan, même ses ministres, même les plus grands officiers, montent leurs chevaux accrus, sans selle, sans rênes. Alors, il propose au sultan de lui faire un cadeau, et il prépare des plans à montrer à un charpentier, à un forgeron, à un tanneur. Ensemble, ils font une selle pour le sultan, et puis un mors, des rênes. Et une fois installé sur cet équipement, sur le dos de son cheval, le sultan découvre que cela peut être confortable. Bien évidemment, les ministres et les plus grands officiers demandent aussi des selles et des morts, et Sinbad, en échange d'une rémunération, apprend au charpentier, au forgeron, au tanneur à fabriquer ces différentes pièces. Ainsi, il gagne bien sa vie et il s'habitue à vivre là. Il s'y habitue tant qu'il pense à s'y installer. Après tout, le temps est passé, plusieurs semaines, plusieurs mois, 1 an maintenant. Et au bout de 7 années, le sultan le convoque et lui dit: Sinbad, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous, s'il te plaît, épouse une fille de chez nous. Rejoins notre peuple, ainsi tu feras vraiment partie des nôtres. Et Sinbad ne peut refuser une telle offre. Il commence donc à rencontrer des jeunes femmes, et il y en a une qui lui plaît. Alors ils se marient, ils commencent à vivre ensemble, et pour Sinbad, tout va bien pendant longtemps. Tout va bien, jusqu'au jour où un de ses voisins et amis meurt. Bien évidemment, comme les autres, Sinbad va apporter ses condoléances à la veuve et la trouve effondrée de chagrin. Il ne comprend pas. Il avait bien l'impression, depuis qu'il connaissait le couple, qu'il s'agissait là d'un mariage d'arrangement plus que d'un mariage d'amour. Et c'est là que la femme lui explique. Elle lui parle de l'étrange coutume qu'il y a dans ce pays, de l'étrange coutume d'enterrer vivant ou vivante le partenaire restant lorsqu'une personne meurt dans un couple. Et c'est vrai que le lendemain, Sinbad va assister à l'enterrement de son voisin et ami. Il le voit porté sur un brancard, on le descend dans un puits que Sinbad n'avait jamais vu ouvert jusqu'à présent, et au fond duquel on devine des os blancs. Et après avoir fait descendre le mort, on installe sa veuve sur un brancard, et on la fait descendre au fond du puits. Lorsque l'on repousse la grosse pierre qui le bouche, on l'entend hurler au fond. Sinbad est alors pris d'une peur nouvelle. Il a peur que sa femme meure avant lui et qu'on l'enterre vivant. Le jour où sa femme tombe malade, il la soigne autant qu'il peut. Il dépense sans compter, fait venir les meilleurs médecins, va consulter les plus sages des sorcières. Rien n'y fait. Aucun remède, aucun médicament, rien ne la rétablit. Et elle meurt dans ses bras. À ce moment-là, il tente de s'échapper, mais on ne le laisse jamais seul. Lorsqu'on emmène sa femme sur un brancard et qu'on ouvre à nouveau le puits aux cadavres, on le tient fermement. Et lorsque c'est son tour, on l'oblige à se mettre sur le brancard, on lui donne
de l'eau et 7 pains pour tenir un petit peu, et on le descend de force dans le puits. Comme il refuse de détacher la corde, on la laisse tout simplement tomber, puis le caillou est remis sur l'ouverture, et Sinbad se retrouve seul, dans le noir, entouré de morts. Il commence par rassembler sa nourriture et s'éloigne du centre du puits, là où il y a le corps de sa femme. Il refuse d'imaginer ce qu'il serait capable de faire s'il reste trop près du corps de sa femme morte. Il se refuse d'imaginer qu'il pourrait imiter le premier peuple qu'il a rencontré sur cette île. Bien décidé à ne pas se laisser mourir, Sinbad économise sa maigre nourriture. Et alors qu'il arrive bientôt à la fin de ses morceaux de pain, le puits aux cadavres s'ouvre. On fait descendre sur un brancard un mort, et peu de temps après sa veuve. La femme pleure, elle crie. Elle est si prise par sa douleur qu'elle n'entend pas Sinbad venir vers elle. Cela fait longtemps qu'il est dans l'obscurité. Il sait se repérer maintenant. Il sait exactement où est-ce qu'elle est. Alors il s'approche d'elle en tenant un gros os à la main et l'assomme d'un grand coup sur le crâne. Quand elle tombe, il la frappe encore une fois, puis encore, jusqu'à ce qu'elle soit morte, et seulement là, il prend la nourriture qu'on lui a laissée, ainsi que l'eau, et retourne se mettre dans son coin, contre la paroi du puits. Le temps passe ainsi pour Sinbad. Dès que l'on fait descendre un mort ou une morte, dès que l'on fait descendre avec elle ou avec lui le veuf ou la veuve, il l'assomme, la tue et se sert dans ses provisions. Un jour qu'il est recroquevillé contre la paroi du puits, là où il a dégagé la plupart des chairs en décomposition pour se faire un abri sec, il sent quelque chose le renifler. Aussitôt il se demande ce que c'est, et en se retournant vivement, il entend une bête courir sur le sol. Il lui court après car si cette bête est rentrée dans le puits, c'est qu'il y a une sortie. L'étrange bête court devant lui, bien décidé à lui échapper, et lui reste derrière, bien décidé à la suivre. Et alors il voit de la lumière. Il rentre dans un trou qu'il n'aurait jamais trouvé seul, et se dit que il s'agit peut-être d'une grotte ou un autre puits en tout cas, dont on n'a pas fermé l'entrée, mais plus il avance, et plus il se permet d'espérer, car il voit vraiment le soleil, et ils arrivent à sortir, à découvert sur une plage. Il ne peut pas retourner bien évidemment dans la ville du sultan, mais maintenant il peut sentir l'air frais. Régulièrement, il retourne à l'intérieur du puits aux cadavres, assommer la dernière victime de cette étrange tradition et lui voler sa nourriture. Et au bout de quelque temps, passe à l'horizon un bateau. Il leur fait signe, heureusement pour lui on le voit, on le secourt. Il dit s'être échoué, car il n'ose pas expliquer d'où il vient, au cas où les marins viendraient du même endroit et le ramèneraient immédiatement pour qu'on le remette dans le puits aux cadavres. Heureusement pour lui, le capitaine ne vient pas de la ville du sultan. Il n'est d'ailleurs pas surpris de voir Sinbad se dissimuler quand ils font escale au port du sultan. Ensuite, il amène son équipage sur une île où l'on pratique le troc. Et Sinbad, qui en plus de la nourriture a pris quelques bijoux et quelques étoffes sur les personnes qu'il a assommées ou les personnes mortes qui étaient mises dans le puits aux cadavres,
arrive à échanger assez pour se refaire un petit paquet de marchandises. Petit paquet qu'il vend sur une autre île pour assez d'argent, pour acheter ensuite plus de marchandises qu'il revend, qu'il rachète et qu'il revend, et ainsi d'île en île, il se refait. Il a gagné son voyage malgré tout. Enfin, le bateau arrive un jour à Bagdad, et Sinbad peut rentrer chez lui. Il est bien heureux d'être de retour, et en faisant ses comptes, il réalise qu'il a bien amorti son voyage. Alors il s'installe à nouveau, il mange bien, il s'habille bien, il boit bien, il passe son temps en la meilleure compagnie. Mais bien évidemment, ce n'est pas terminé. Et malgré tout ce qu'il a pu vivre, l'envie de voyager revient le chatouiller. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois, car le temps qui m'était imparti est écoulé. Alors à très bientôt.